6 décennies à Hollywood, zéro scandale public, un sourire permanent. Ron Howard incarne la perfection du professionnel irréprochable. Mais survivre 60 ans au sommet du cinéma exige bien plus qu'une bonne attitude. Aujourd'hui, nous révélons les 6 acteurs qui ont testé sa résistance mentale et prouvé qu'Hollywood cache toujours ses batailles les plus féroces. Avant d'explorer ces tensions explosives, rejoignez Secret Stars en vous abonnant maintenant. Votre engagement nous donne les moyens de dévoiler les secrets gardés d'Hollywood. Activez les notifications pour recevoir toutes nos enquêtes exclusives sur l'envers du décor. Place maintenant aux acteurs qui ont transformé les tournages de Ron Howard en véritables épreuves. Numéro 2. Yul Brynner, le monarque tyrannique. Si Frances Bavier représentait le ressentiment intériorisé d'une époque révolue, Yul Brynner incarnait l'exact contraire, un astre flamboyant exigeant que chaque élément du décor gravite dans son orbite. Ron Howard croisa Brynner sur le tournage de The Journey en 1959. Howard n'avait que 5 ans, un minuscule rouquin propulsé en présence d'un homme qui ne se contentait pas d'interpréter des monarques, il était persuadé d'en être un. Brynner, célèbre pour son crâne rasé emblématique et sa voix de stentor dans Le Roi et moi, dégageait une aura de pouvoir impérial qui ne faisait aucune concession pour un enfant. Ce fut la première confrontation de Howard avec le droit divin des stars, cet archétype de l'âge d'or où la vedette n'était pas simplement l'acteur principal, mais un monarque régnant sans partage sur la production. Le mal de Brynner, si ce terme convient, prenait la forme d'une intimidation psychologique raffinée. Il traversait la production avec une grâce rigide et terrifiante. Pour un enfant comme Howard, habitué à la guidance paternelle tendre de son propre père, Rance Howard, Brynner représentait une force presque extraterrestre. Ce n'était pas un homme qui conversait, il proclamait des édits. Il ne marchait pas, il progressait en cortège royal. Howard se souvient d'avoir été authentiquement effrayé par l'intensité magnétique de Brynner. L'acteur possédait cette capacité de regarder à travers les individus plutôt que de les voir, une technique calculée pour maintenir son statut de personne la plus importante dans n'importe quel espace. Dans le système hollywoodien des années 50, les stars comme Brynner étaient protégées par des studios qui les traitaient comme des divinités vivantes, et Brynner exploitait cette déification avec chaque cellule de son corps. Ce fut une leçon magistrale sur l'atmosphère de la terreur. Howard observa comment des membres adultes de l'équipe, des professionnels aguerris ayant collaboré sur des dizaines de productions, se précipitaient pour anticiper chaque désir de Brynner. Si l'éclairage manquait de perfection, si une réplique était mal articulée, si l'énergie du plateau ne correspondait pas exactement à ses attentes, la désapprobation de Brynner ne générait pas une discussion, c'était un bouleversement atmosphérique complet. Pour Howard, ce fut une expérience formatrice pour comprendre comment un seul ego peut détourner un processus créatif collectif. C'était l'antithèse absolue de l'esprit collaboratif que Howard allait plus tard défendre en tant que réalisateur. Brynner incarnait l'objet inamovible, un homme dont l'engagement envers son propre mythe surpassait le confort de quiconque travaillait avec lui. La friction ici ne naissait pas d'une animosité personnelle. Il est improbable que Brynner considère un enfant de 5 ans comme un égal digne d'animosité. C'était plutôt un choc fondamental de philosophie. Howard assimilait le style Midwest du travail, être préparé, être cordial, faire partie de l'équipe. Brynner représentait le style continental, être le spectacle, être l'énigme, être le maître absolu. Howard a noté que la présence de Brynner était si oppressante qu'on avait l'impression que l'oxygène quittait l'espace quand il y pénétrait. Ce n'était pas simplement de la célébrité, c'était une forme de tyrannie professionnelle basée sur la subordination de l'identité de tous les autres participants. Brynner possédait également un penchant légendaire pour le contrôle méticuleux de son image. C'était un photographe accompli et un homme de haute culture, mais ses intérêts servaient souvent à le distancier encore plus des gens ordinaires du plateau. Il ne s'engageait pas dans les bavardages légers et la camaraderie qui construit un sentiment de sécurité pour un jeune performeur. Au contraire, il maintenait un rempart d'exotisme calculé. Il était l'autre absolu, une figure d'un sérieux si extrême que ça frôlait le ridicule. Howard, même à un jeune âge, pouvait sentir que ce n'était pas simplement de la performance, c'était un mode de vie de domination méticuleusement orchestré. Des décennies plus tard, quand Howard effectua la transition vers la réalisation, le fantôme de Yul Brynner devait probablement hanter sa conscience comme rappel de tout ce qu'il fallait éviter. Les plateaux de Howard sont réputés pour être détendus et égalitaires, une réaction directe au modèle impérial qu'il avait observé dans sa jeunesse. Il apprit de Brynner que si la peur peut produire une performance puissante, elle crée également un environnement fragile où les gens sont trop terrorisés pour innover ou prendre des risques créatifs.
Briner lui montra que l'icône est souvent une prison non seulement pour les collaborateurs, mais pour l'acteur lui-même, qui doit constamment performer sa grandeur mythique. Soutenez Secret Stars en vous abonnant, d'autres secrets exclusifs arrivent. Numéro 3. Shelley Lang, la paralysie perfectionniste. Là où la domination de Yul Brynner était une relique d'un empire en déclin, Shelley Lang représentait une forme contemporaine et plus intellectuelle de friction. En 1982, Ron Howard se trouvait à un tournant décisif. Il n'était plus l'enfant acteur sous l'autorité d'icônes tyranniques, il était un jeune réalisateur tentant de démontrer qu'il possédait la légitimité pour diriger un long-métrage majeur. Le projet était Night Shift, une comédie nécessitant un équilibre délicat entre énergie déjantée et authenticité émotionnelle. En Shelley Lang, Howard trouva une comédienne éblouissante, mais il rencontra aussi une ancre analytique, une actrice dont le processus était si méticuleux et questionnant qu'il menaçait de paralyser toute la production. Lang venait du monde rigoureux du Second City de Chicago, un background qui valorisait la déconstruction intellectuelle approfondie et l'exploration des motivations des personnages. Pendant que Michael Keaton improvisait à vitesse supersonique et Henry Winkler s'appuyait sur sa chaleur naturelle instinctive, Lang était souvent le frein du plateau. Elle ne voulait pas simplement réciter les répliques, elle voulait comprendre la structure moléculaire expliquant pourquoi son personnage, Belinda, choisirait ces mots spécifiques dans ce contexte précis. Pour Howard, ce fut un baptême dans le monde complexe de la gestion des stars. Il ne dirigeait pas juste un film, il négociait un traité de paix quotidien entre le calendrier de production impitoyable et le perfectionnisme obsessionnel d'une vedette. La friction avec Lang ne naissait pas de la méchanceté, mais d'une incompatibilité de rythme. Howard, ayant grandi dans le monde ultra-efficace des sitcoms, où le temps équivaut à l'argent, valorisait la dynamique et la fluidité. Lang, inversement, semblait considérer le plateau comme un laboratoire expérimental. Les légendes de l'industrie et les réflexions de la distribution de cette période dépeignent souvent une actrice qui n'était pas toujours la plus simple à gérer, non pas parce qu'elle était une diva dans le sens traditionnel, mais parce qu'elle était une perfectionniste pouvant devenir inconsciente des besoins de l'ensemble de la production. Sur le plateau de Night Shift, cela se manifestait par des questions interminables et un désir de refaire une prise supplémentaire longtemps après que le réalisateur était pleinement satisfait. Howard dut assimiler une leçon vitale en psychologie directoriale. L'encre analytique n'essaie pas d'être difficile, elle essaie d'être en sécurité et protégée. Pour Lang, l'examen microscopique de chaque détail constituait un bouclier contre l'échec potentiel. Mais pour un réalisateur sous pression, ce bouclier peut se transformer en obstacle insurmontable. Howard se retrouva dans une position où il devait valider ses préoccupations légitimes sans les laisser saboter l'énergie vitale du film. Ce fut sa première véritable expérience avec le blocage intellectuel, une situation où un acteur utilise son intelligence comme une forme de contrôle subtil. S'ils peuvent surpasser intellectuellement le réalisateur, ils peuvent effectivement prendre le contrôle du plateau sans confrontation directe. La tension fut exacerbée par les habitudes techniques que Lang développa, des habitudes qui allaient plus tard devenir tristement célèbres sur le plateau de Cheers. On murmurait qu'elle se déplaçait accidentellement, de façon forçant la caméra à rester focalisée sur elle, une forme subtile de vol de scène qui frustrait profondément les costards. Sur Night Shift, cela créait une atmosphère compétitive, contrastant fortement avec l'ambiance familiale que Howard désirait désespérément établir. Il réalisa que le travail d'un réalisateur ne concerne pas seulement les angles de caméra, il s'agit de gérer la gravité des stars. Lang avait une puissante gravitation attractive, et si Howard ne restait pas ferme dans ses positions, le film entier serait absorbé dans son orbite singulière et égocentrique. Cette expérience marqua un tournant crucial dans le style de leadership de Howard. Il réalisa qu'être un gentil gars ne suffisait pas. Il devait être un gars aux limites claires. Il apprit à établir des frontières fermes avec les performeurs qui confondaient processus créatif avec obstruction productive. Il apprit aussi à apprécier le résultat final, même si le voyage a été éprouvant et épuisant. Lang est indubitablement brillante dans Night Shift, apportant à Belinda une vulnérabilité nuancée qu'une autre actrice aurait probablement manqué. Howard reconnut que la friction avait effectivement produit un diamant, mais que la chaleur intense de cette friction avait presque fondu toute la machine de production.
Continuez à suivre Secret Stars en vous abonnant pour d'autres révélations exclusives. Numéro 4. Russell Crowe, le volcan créatif. Si la friction de Shelley Long était une usure intellectuelle progressive, Russell Crowe était un éclair fulgurant. Au moment où Ron Howard distribua Crowe dans Un homme d'exception, l'acteur était déjà une légende du type explosif, un homme dont l'intensité physique brutale et le tempérament volcanique étaient aussi célèbres que son talent digne d'un Oscar. Howard, l'éternel chercheur d'harmonie collective, se retrouva soudainement chargé de diriger un alchimiste volcanique, un performeur profondément convaincu que le grand art ne pouvait être forgé que dans la chaleur extrême d'un four à haute pression. Ce n'était pas un simple choc de style, mais un choc de tempéraments fondamentaux, le gentil garçon de la porte d'à côté contre le gladiateur impitoyable. Crowe apportait une intensité méthode sur le plateau, qui se traduisait régulièrement par un désir de contrôle créatif total et absolu. Il ne jouait pas simplement John Nash, il l'habitait complètement, et il s'attendait fermement à ce que toute la production se plie aux besoins impérieux de cette habitation totale. Howard a raconté que Crowe posait de bonnes questions difficiles, ce qui constitue la formulation diplomatique du réalisateur pour décrire des débats intenses de plusieurs heures sur une seule ligne de dialogue ou le placement minutieux d'un accessoire. Crowe était un homme qui utilisait son intelligence acérée et sa présence physique imposante pour dominer complètement l'espace. Sur le plateau d'Un homme d'exception, et plus tard de L'ombre à la lumière, la friction était palpable et électrique. Crowe était notoire pour avoir la mèche extrêmement courte. Il s'était célèbrement bagarré physiquement avec un producteur lors d'une cérémonie de remise de prix durant cette ère. Et ce danger omniprésent le suivait constamment sur le plateau de tournage. Pour Howard, gérer Crowe fut une leçon magistrale sur le fardeau de la brillance. Il réalisa qu'avec certains acteurs exceptionnels, le mal n'est pas un manque de professionnalisme, mais un excès radical de celui-ci, un engagement si profond et viscéral qu'il devient potentiellement destructif pour le tissu social fragile de l'équipe. Howard devait agir comme un dompteur de lions expérimenté, fournissant suffisamment d'espace créatif pour que le génie volcanique de Crowe puisse se déployer pleinement sans laisser ce génie mutiler la distribution de soutien ou détruire le calendrier serré. La friction ici concernait fondamentalement les limites et les frontières. Crowe poussait constamment et Howard, à sa manière, calme mais inébranlable, devait repousser fermement. C'était une partie de poker psychologique à enjeux élevés jouée sur des mois épuisants de tournage, où la monnaie d'échange était le respect mutuel. Un des exemples les plus célèbres de cette friction survint quand Crowe insista catégoriquement pour tourner Un homme d'exception en ordre chronologique strict, un cauchemar logistique pour n'importe quelle production, encore moins une avec un budget modeste et serré. Howard résista initialement avec force, citant la nature fondamentalement mosaïque du cinéma et les contraintes budgétaires. Mais Crowe fut absolument implacable dans sa position. Il argumenta passionnément que la décadence psychologique progressive de John Nash ne pouvait être simulée authentiquement en sautant arbitrairement dans la chronologie narrative. Dans un geste rare de concession, Howard pivota et céda. Il vit que Crowe n'était pas difficile par ego démesuré, il était difficile pour la vérité artistique. Ce fut le tournant décisif de leur relation professionnelle. Howard apprit qu'avec un alchimiste volcanique, on ne combat pas le feu directement, on le canalise intelligemment. Cependant, le coup psychologique sur Howard fut significatif et durable. Contrairement à ses plateaux joyeux avec Tom Hanks ou Steve Martin, où l'atmosphère était de collaboration heureuse, les plateaux Crowe étaient lourds de travail intense. Il eut des journées de silence pesant, des journées de débats heurtés et violents, et des journées où l'air semblait épais de l'insatisfaction palpable de Crowe. Cette période marqua la transition de Howard de réalisateur de films efficaces à réalisateur de performances exceptionnelles. En survivant au feu intense de Crowe, il prouva qu'il pouvait gérer les éléments les plus dangereux et volatiles que Hollywood avait à offrir. Howard et Crowe émergèrent finalement comme amis respectueux et collaborateurs fréquents, mais les cicatrices émotionnelles de ces premières batailles demeurèrent gravées. Crowe montra à Howard que le conflit créatif n'est pas toujours quelque chose à éviter absolument. Parfois, c'est précisément le carburant explosif qui propulse un chef-d'œuvre vers l'excellence. Abonnez-vous à Secret Stars maintenant pour découvrir les 2 derniers acteurs impossibles. Numéro 5. Tom Sizemore, la tragédie ambulante. Alors que Russell Crowe représentait le feu du génie créatif,
Tom Sizemore incarnait une forme beaucoup plus tragique et déchirante de friction hollywoodienne, l'effondrement progressif de la fiabilité professionnelle. À la fin des années 90 et au début des années 2000, Sizemore était l'un des durs à cuire les plus recherchés de l'industrie, un performeur puissant et charismatique pouvant tenir tête à des géants comme Robert De Niro et Tom Hanks sans sourciller. Mais au moment où il croisa le chemin de Ron Howard, particulièrement durant l'ère tumultueuse du Grinch, Sizemore devenait rapidement l'affiche vivante du fardeau du vice. Pour Howard, un homme qui considère un plateau de cinéma comme une famille collaborative sacrée, la présence déclinante de Sizemore fut une introduction douloureuse à l'ombre imprévisible. Le mal de Sizemore n'était pas une intention malicieuse consciente de nuire au film, mais plutôt l'abandon total et complet du contrat professionnel dû à une toxicomanie dévastatrice. Les plateaux d'Howard sont construits sur une fondation solide d'éthique de travail Midwest traditionnelle. Arriver tôt et préparé, connaître parfaitement ses répliques, respecter profondément l'équipe. Sizemore, pris dans l'étau implacable d'une addiction sévère et dévorante, vivait régulièrement en opposition directe à toutes ses valeurs fondamentales. Il devint une figure de friction déchirante sur tous les plateaux. Contrairement à une diva qui exige simplement plus de loges luxueuses ou un perfectionniste qui demande davantage de prise technique, un acteur luttant contre l'addiction crée un vide anxiogène et paralysant. Chaque jour où il figure sur la feuille d'appel, le réalisateur ne se demande pas si la scène sera géniale, il se demande anxieusement si l'acteur se présentera tout court et dans quel état. Pour Howard, gérer un talent comme Sizemore fut un exercice brutal sur l'éthique de l'industrie cinématographique. Comment protéger efficacement une production massive, qui emploie des centaines de personnes et coûte des dizaines de millions de dollars, quand l'une des pièces maîtresses est un être humain en plein effondrement visible? Howard a souvent parlé publiquement de la « tristesse profonde » de témoigner d'un immense talent éclipsé progressivement par des démons personnels incontrôlables. Cette friction douloureuse força Howard à définir clairement ses propres limites professionnelles et éthiques. Elle lui montra impitoyablement que, si être un gentil gars était humainement admirable, il ne pouvait absolument pas être un paillasson complice face au chaos destructeur. Il apprit que le plus grand bien dans la réalisation de films est la protection ferme de l'effort collectif, même si cela signifie prendre la décision déchirante de se distancer d'un ami ou d'un talent devenu dangereusement peu fiable. Sizemore reste un fantôme douloureux dans la carrière d'Howard, un rappel permanent de ce qui arrive quand la cage dorée d'Hollywood fournit trop d'argent et trop peu de responsabilités structurées. Il fut le pilier déchirant de l'expérience d'Howard, un homme dont la friction n'a pas juste chauffé le plateau, elle a incendié toute la maison métaphorique. La tragédie de Sizemore illustre le côté sombre d'Hollywood que Howard a dû naviguer avec douleur. Ce n'était plus une question de gérer un ego surdimensionné ou un perfectionnisme paralysant, mais de regarder impuissant un talent exceptionnel s'autodétruire progressivement. Pour un homme comme Howard, qui valorise la collaboration et la famille sur le plateau, cette expérience fut probablement l'une des plus dévastatrices émotionnellement. Ne manquez rien de ces révélations explosives. Abonnez-vous à Secret Stars maintenant. Numéro 6. Henry Winkler, l'ami qui éclipse. La friction la plus complexe et paradoxale dans la carrière de Ron Howard ne venait pas d'un ennemi ou d'un antagoniste, mais de son meilleur ami. Sur le plateau légendaire de Happy Days, Howard était le leader incontesté et évident, le Richie Cunningham autour duquel toute la nostalgie idéalisée des années 50 s'articulait parfaitement. Mais en quelques saisons à peine, un phénomène culturel massif se produisit. Henry Winkler, dans le rôle iconique de Fonzie, ne devint pas simplement populaire, il devint le soleil absolu autour duquel tout gravitait. Pour Howard, ce fut le test ultime et le plus douloureux de l'ego personnel. Il se retrouva piégé dans le paradoxe de l'acolyte, une situation déchirante où son personnage restait techniquement le centre moral de l'émission, mais son statut aux yeux de l'industrie était progressivement érodé par un second rôle en blouson de cuir emblématique. La friction ici était unique et particulièrement cruelle car elle n'était absolument pas personnelle. Howard et Winkler s'aimaient sincèrement. Winkler est et reste aujourd'hui le parrain des enfants de Howard, un lien profond et sacré. Pourtant, le mal était structurel et systémique plutôt que relationnel. Howard a courageusement admis que le traitement du réseau envers lui changea presque du jour au lendemain, de façon brutale et humiliante. Les exécutives commencèrent à lui parler avec un manque de respect palpable qui piquait profondément son amour-propre.
Ils évoquèrent sérieusement l'idée de changer le titre de l'émission en Fonzie's Happy Days, un geste si insultant pour le statut professionnel de Howard qu'il menaça explicitement de démissionner sur le champ. Il n'était pas jaloux du succès phénoménal de Winkler, il protégeait farouchement sa propre dignité professionnelle. Ce fut une leçon brutale sur l'effacement du leader, comment Hollywood jettera rapidement et impitoyablement de côté un cheval de trait fiable et constant pour un pur sang tape à l'œil et marketable. Cette friction émotionnelle devint le catalyseur principal et décisif de sa transition historique vers la réalisation. Si le réseau ne le respectait pas comme acteur principal, il deviendrait celui qui engage et dirige les acteurs. C'était une transformation née directement de la douleur et de l'humiliation. Dans leurs années ultérieures de maturité, les deux en discutèrent ouvertement et honnêtement sur un podcast émotionnel. Howard confessa avec une vulnérabilité rare « Ça m'a blessé profondément ». Ce fut un moment rare de transparence émotionnelle d'un homme qui garde habituellement ses cartes près du corps et son masque professionnel fermement en place. Cette partie souligne la friction la plus humaine et universelle de toutes, la douleur existentielle d'être éclipsé par quelqu'un qu'on aime. Ce n'est pas la haine d'un ennemi, mais la blessure infligée par les circonstances et le système. Howard devait naviguer cette douleur tout en maintenant une amitié authentique avec Winkler, une prouesse émotionnelle extraordinaire. Le paradoxe cruel de cette situation était que plus Fonzie devenait populaire, plus Howard se sentait invisible. Et pourtant, il ne pouvait pas en vouloir à Winkler, qui n'avait rien fait de mal, et était tout aussi surpris par ce phénomène culturel. C'était Hollywood à son plus impitoyable, créant des gagnants et des perdants même parmi les amis les plus proches. Cette expérience forge le Howard réalisateur que nous connaissons aujourd'hui, un homme qui comprend intimement la douleur d'être dans l'ombre et qui travaille consciemment pour créer des plateaux où chaque acteur se sent valorisé et respecté. Le fantôme de cette humiliation passée hante probablement chaque décision qu'il prend en tant que réalisateur. Le parcours de Ron Howard à travers les âges d'or et contemporains de Hollywood n'a absolument pas été une promenade tranquille dans un jardin fleuri. Ce fut un navigue périlleux dans un véritable champ de mines émotionnelles et professionnelles. Du dédain glacial et professionnel de Francis Bavière à la tyrannie impériale de Yul Brynner, de la paralysie intellectuelle de Shelley Long au génie volcanique de Russell Crowe, de la tragédie d'addiction de Tom Sizemore au paradoxe douloureux d'être éclipsé par Henry Winkler. Il a rencontré chaque version imaginable de l'ombre de Hollywood. Mais Howard n'a pas laissé la friction le consumer ou le détruire. En la place, il l'a utilisé stratégiquement pour polir et perfectionner son propre art créatif. Il a appris progressivement que le mal à Hollywood n'est généralement pas un vilain caricatural en chapeau noir, c'est la collision explosive d'égos insécurisés, le poids écrasant de l'addiction, la cruauté du système de stars et la nature profondément capricieuse du marché de l'entretenement. Aujourd'hui, Howard se drasse comme l'un des réalisateurs les plus accomplis et respectés de l'histoire du cinéma, un homme qui a survécu aux arêtes les plus tranchantes des géants pour créer son propre style distinctif de leadership collaboratif. Il a prouvé de façon éclatante qu'on peut affronter les archétypes les plus difficiles et toxiques de l'industrie et en émerger avec son intégrité morale et professionnelle totalement intacte. Chaque friction, chaque conflit, chaque moment douloureux a contribué à forger le réalisateur patient, empathique et professionnel que nous admirons aujourd'hui. Howard transforme ses cicatrices en sagesse, sa douleur en compassion et ses batailles en leçons pour les générations futures de cinéastes.